Vous connaissez notre histoire. Yeah. Used to be. Can you check it out? Yeah, tell me. You like the wizard bee? Oh yeah, can you taste it for me? Nous sommes des survivants, mais cela fait de nous des témoins. Des témoins d'un passé que les humains veulent effacer et oublier à tout jamais. Tell me. Votre fille est morte pendant la bataille. Oui, elle et 6 millions d'autres. Comment pourrait-on oublier? Que s'est-il passé après l'explosion? On a erré dans l'espace de nombreuses années, et nous avons étudié les innombrables espèces qui peuplent cet univers. Dans les méandres d'Alpha, sans nous faire remarquer, nous avons observé et appris de chacune d'elles. Le temps pour nous d'acquérir le savoir et les pièces nécessaires à la construction de notre vaisseau. Notre planète est morte à tout jamais, mais nos nouvelles connaissances nous permettent de reproduire et de retrouver notre monde perdu. Combien de nos contemporains ignorent que des ennemis redoutables, visibles et invisibles, sont acharnés à leur perte et que ces ennemis redoutables, acharnés, obstinés, mettent tout en œuvre pour les faire tomber? Et combien acceptent ces mensonges et s'en contentent? Combien de nos contemporains ignorent que les méchants, dont il est question dans les Saintes Écritures, sont non seulement les hommes pervers, marqués au fer rouge dans leur conscience, mais aussi et surtout les membres des sociétés secrètes qui composent le mystère d'iniquité, la synagogue de Satan à l'œuvre dans le monde. Combien ignorent que l'objectif ultime du gigantesque corps mystique de l'Antéchrist, composé de tous les méchants, de toutes les sociétés secrètes, de toutes les fausses religions, de toutes les sectes, vise à constituer un gouvernement mondial dont l'Antéchrist sera le président dictateur universel. L'Antéchrist représente le point d'aboutissement, la quintessence du complot judéo-maçonnico-mondialiste. Il y a une collusion certaine entre judaïsme, maranisme, protestantisme, franc-maçonnerie, socialisme et humanisme. Ce faisceau de subversion, non seulement dirigé contre la France catholique et royale, mais aussi contre l'Église. Les infiltrations juives et maranes ont existé depuis les origines du christianisme. Saint Bernard eut à lutter contre Anaclet et réussit à chasser cet agent d'Israël. Aujourd'hui, ces agents sont légion dans l'Église. Depuis au moins la Renaissance, les infiltrations maranes ont opéré des ravages considérables. Le deuxième point que je vais aborder, et que je traite donc dans l'avant-propos, qui est un point largement méconnu, c'est ce qu'on appelle les maranes. Les maranes, ce sont ces juifs de la péninsule ibérique, faussement convertis au catholicisme. Et alors, il y a eu tous les cas de figure, enfin il y a eu deux points essentiels. Vous avez de ces juifs faussement convertis, mais qui l'ont fait de leur plein gré, pour des raisons, j'allais dire, de cynisme, pour s'intégrer dans le système et jouir du système, mais de conserver en leur fort intérieur leur idéal juif. Bon. Et puis à ceux, et il faut le dire aussi, qui ont été contraints par la force par les autorités de l'Église d'Espagne, Portugal, et ce fut une grosse erreur, chose d'ailleurs
qui était interdite et proscrite par Rome, qui ne voulait pas de conversion forcée, parce que les dirigeants, enfin les papes de l'époque disaient avec raison que d'abord on ne convertit pas de force, et que deuxièmement, le fait qu'il y ait des conversions forcées fait que, vu que ces gens-là resteront juifs dans leur cœur et dans leur esprit, on ne pourra plus faire la distinction entre les vrais et puis ceux qui jouent double jeu. Donc, ça va se retourner contre nous. Et par conséquent, donc, les autorités romaines, l'Église romaine, condamnaient ce genre de méthode. Et malheureusement, des membres du clergé ont commis cette faute de favoriser des conversions forcées. Alors, ces maranes ont joué un rôle immense dans l'histoire européenne ou bien le pourtour méditerranéen, entre autres avec l'Empire ottoman. Donc vraiment, on voit peu à peu une alliance qui va se dessiner entre le monde anglais et le monde marane juif, parce qu'ils se rendent compte, les Anglais, que ces maranes pèsent très lourd d'un point de vue économique, financier, et puis ce sont des espions. Donc ça ouvre la porte. Presque des Sayanim avant l'heure. Les mots changent, les méthodes... Quand j'ai appris l'existence des Sayanim dans les livres anglo-saxons, j'ai fait le lien automatiquement avec les Juifs français qui, en France, appuient la politique d'Israël, que ce soit dans les milieux francs-maçons, que ce soit dans les médias, que ce soit en économie, etc. Que des Sayanim existent, ça veut dire que des Juifs travaillaient volontairement pour le Mossad et suivaient ses directives pour favoriser la politique d'Israël. La politique sioniste. La politique sioniste. Et pour être un Sayan, il ne suffit pas d'être juif. Moi, on ne m'approchera jamais pour être un Sayan, enfin, c'est évident. Il faut appartenir déjà à certains milieux juifs qui sont connus, comme le Bnei Brit, comme l'UEJF, etc. Bon. Donc, tout juif, même pro-israélien, n'est pas un Sayan non plus. Pourquoi? Parce que, disons, moi j'estime qu'il y aurait 3 000 à 4 000 Sayanim en France. Parce que le Mossad n'a pas besoin de plus. Avec 3 000, 4 000, il couvre quasiment toutes les couches de la société. Bon, s'il a un besoin particulier, il irait frapper à une porte, certes. Mais s'il y a 50 000 juifs pro-israéliens en France, le Mossad n'en recrute que 3 ou 4 000 Sayanim. Et donc, ces Sayanim ne sont pas des agents normaux, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire, ils continuent à vivre leur vie tranquille, et le jour où on actionne, voilà, ils peuvent intervenir. Non, en fait, un réseau d'espions classique est très coûteux en hommes et en moyens. Je vous donne un exemple simple, enfin, qui est cité par un Sayan qui s'appelle Victor, pas par un Sayan, c'est un ancien du Mossad, Victor Ostrovsky, qui a abandonné le Mossad et qui avait écrit un livre où il parle beaucoup des Sayanim. Il disait justement que pour l'URSS, mettons par exemple, un pays étranger qui va avoir une antenne en France, à Paris, d'espionnage, bon, qui soit valable, il lui faut entre 100 et 200 agents espions pour créer vraiment un tissu. Le Mossad n'a besoin que de 5 ou 6 agents. Pourquoi? Parce qu'il a des milliers qui peuvent se porter volontaires pour donner des coups de main. C'est quoi ces coups de main? Il y a un exemple qui est connu, qui est cité par Victor Ostrovsky. Le Mossad place ces gens partout, c'est-à-dire dans les ministères, dans les grands hôtels, dans les agents immobiliers, dans les médias. Donc, quand ils veulent faire agir dans un sens ou l'autre, ils ont des agents. Parce qu'il y a la franc-maçonnerie juive internationale qui s'appelle le Bnei Brit, qui réunit 500 000 membres à travers le monde. Et parmi le gratin de sociétés juives dans le monde. Or, ces gens n'ont qu'une obsession, aider Israël par tous les moyens. Si le Mossad a besoin d'un scientifique, d'un professeur d'université, de n'importe qui, il va le voir, il lui dit pour Israël, vous allez travailler pour nous, le type est tout à fait d'accord. Yeah. Check it out. Yeah, tell me.
Paul VI, Montigny, avait des origines israélites par sa mère. Jean-Paul II, Wojtyla, de mère israélite, était un franquiste. Benoît XVI, Ratzinger, allemand de surface, est issu d'une lignée de rabbins, depuis au moins les XVIe et XVIIe siècles. Quant à Bergoglio de Lesbos, son philo-sémitisme est universellement connu et les Israélites savent qu'ils peuvent compter sur lui en toute occasion. On peut même affirmer sans crainte d'erreur que ce sinistre personnage est un agent de la synagogue trop heureux d'abaisser l'Église au profit de ses frères aînés. Comment a-t-on pu arriver à ce résultat catastrophique, à cette lignée d'antipapes qui crucifie l'Église depuis la mort de Pie XII, à cette lignée de félons et de traîtres, collabos de la maçonnerie et du judaïsme antichrétien, à cette lignée d'antichrist, haineux de la tradition, haineux de tous ceux qui ne veulent pas de leur nouvelle religion œcuménique, syncrétistes, véhicule de l'apostasie, responsable de toutes les destructions que nous avons vues s'accumuler depuis plus d'un demi-siècle. Comment vous le savez? Il n'y a pas de fumée sans feu, et en l'occurrence le feu de la destruction a été allumé par un réseau de félons infiltrés dans l'Église depuis la Révolution française et très spécialement au XIXe siècle, lorsque fut créé, sous l'égide de Félicité de Lamennais, le Parti libéral. Le réseau libéral moderniste progressiste, qui fera sien les principes dissolvants de la Révolution française, sera la partie externe d'un réseau encore plus secret, celui des infiltrés de la maçonnerie dans l'Église. Le grand fédérateur de ce réseau ennemi dans l'Église ne fut autre que le cardinal félon Rampolla. Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. L'officier interprète d'italien, Marc Winkler, fut mis dans la confidence du réseau qui recherchait des correspondants dans un certain nombre de pays d'Europe, dont la France. Les félons tentèrent de le recruter pour leur grande œuvre, mais notre homme, qui se trouvait être un ancien condisciple de Jean Vaquier, n'était pas tombé de la dernière pluie. Nous ne pouvons mieux faire que de lui laisser raconter ce qui se passa début 1945 dans une Rome qui allait devenir, 40 ans plus tard, un des foyers les plus importants de la subversion mondiale. C'est bien volontiers que je réponds à votre demande. La plupart des prêtres, auxquels j'ai fait part de mon témoignage, m'ont aimablement répondu qu'ils ne me croyaient pas. Tant pis pour eux. J'étais interprète à l'état-major, joint en Italie, 1944-1945, et avait été invité à me joindre au groupe d'amitié du patriarcat romain, dont le meunier, Monseigneur Sergio Pinodelli, travaillait à préparer les esprits des princes à un changement d'orientation. De fait, quelques-uns devinrent francs-maçons. Mon nom m'ayant fait passer pour juif, car plusieurs familles juives l'ont adopté pour passer inaperçu, j'ai été invité à assister à la première réunion d'après-fascistes de la haute juiverie romaine. Après quoi, les Maranes du Vatican m'ont présenté à Montigny, juif par sa mère, converti à l'occasion de son mariage, et aussi par sa famille paternelle. Pignodelli, intime de Montigny, fut chargé par lui de me sonder et de me préparer à devenir son correspondant à Paris. C'est le 2 janvier 1945, à l'occasion d'une réception, que je fus présenté par Pignodelli au prince dit Napoli Rampolla, petit-neveu du cardinal et vénérable de la loge maçonnique Rampolla, filiale de la loge de Zurich de l'Ordo Templier Orientis, à laquelle appartenait tant le cardinal Rampolla que son successeur Gaspari. Montigny, que tous prédisposaient à être pris en main par la maçonnerie, non seulement par sa famille, mais par ses mœurs spéciales, entra au secrétariat d'État sous Gaspari. Son affiliation à la loge Rampolla m'a été clairement affirmée par Pignodelli, qui en était membre, et souhaitait que j'y sois initié. La future élection de Montigny, le changement d'orientation de l'Église, l'ouverture au monde, la démocratisation et la soviétisation des structures, l'œcuménisme, tout cela m'a été dit d'une voix un peu altérée, mais sans trop de détours. Tandis que nous nous rendions à pied chez le prince de Naples, dignitaire d'autre part de l'ordre de Malte, où les frères maçons se sont infiltrés nombreux depuis le XVIIIe siècle. Il y aura encore beaucoup à dire sur Montigny, mais l'essentiel est là. Ce nouvel Anaclet II, n'ayant pas eu de Saint Bernard pour le dénoncer, ni de chrétienté pour le combattre, a pu appliquer impunément, ici-bas, le plan de l'Antéchrist. Je vous certifie ce témoignage au pied du tabernacle. La chapelle est au-dessus de mon bureau. Pour l'honneur de la vérité, et je vous prie de croire, cher monsieur, à mon meilleur dévouement.
Marco Winkler. PS, n'ayant pas donné suite aux propositions de Montigny et de Pignodelli, Montigny chargea Maritain, alors ambassadeur auprès du Saint-Siège, d'intervenir auprès de mon général, pour me renvoyer en France. Nothing's gonna change my Ainsi, dès 1945, le réseau Rampolla avait placé toutes ses espérances en deux traites progressistes qui laveraient, après la mort de Pie XII, l'affront subi en 1903 par le cardinal Félon Rampolla. Les Félon, Roncalli et Montigny se préparaient à défigurer, à révolutionner l'Église comme jamais elle ne l'avait été dans le passé. Yeah. Check it out. Yeah, tell me. You like the wizard be? Oh yeah, can you taste it for me? What's this recipe? Wasn't you tasty? I don't know. Should be. I think you like it so. Man, recipe. Like that. Tell me how good it is. Yeah.